Une infirmière a risqué sa carrière pour sauver une petite fille sans ressources. Des années plus tard, elle reçoit une visite qui bouleversera sa vie à jamais. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Une histoire de dépassement et d'espoir qui touchera votre cœur. Bon retour, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Dans le service des urgences de l'hôpital central de Lyon, l'agitation était palpable en cette nuit d'hiver. Jacqueline Martin, infirmière-chef de 45 ans, observait avec inquiétude la petite fille que les ambulanciers venaient d'amener. Recroquevillée sur le brancard, l'enfant d'origine asiatique serrait contre elle une peluche élimée, son corps, frêle secoué par la fièvre. « Pas d'assurance, pas de papier d'identité », avait murmuré l'ambulancier en haussant les épaules. On l'a trouvée dans un appartement de la Croix-Rousse. Une voisine a appelé. Jacqueline sentit le regard désapprobateur de M. Bernier, le directeur administratif, qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle connaissait le protocole. Sans assurance ni moyen d'identification, la petite devait être transférée vers l'hôpital public de la Duchère, à l'autre bout de la ville. Mais un simple coup d'œil aux constantes vitales de l'enfant suffisait à comprendre qu'elle n'avait pas le temps d'attendre. Préparez une intraveineuse d'antibiotiques à large spectre, ordonna Jacqueline à l'interne de garde, ignorant délibérément le protocole. Cet enfant souffre d'une septicémie sévère. Elle ne survivra pas à un transfert. Madame Martin, intervint sèchement M. Bernier, puis-je vous rappeler que notre établissement a des procédures claires concernant les patients. Sans couverture sociale, Jacqueline plongea son regard dans celui de l'administrateur, 15 années de dévouement et d'expérience résonnant dans sa voix. Monsieur Bernier, dans 20 minutes, cet enfant pourrait être en choc septique. Je prends la responsabilité de cette décision. Sans attendre de réponse, elle se tourna vers l'équipe médicale qui attendait ses instructions. L'interne, un jeune homme nommé Thomas, hésita un instant avant de s'exécuter. Jacqueline lui adressa un regard encourageant. « Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile », murmura-t-elle. Ces mots, son mentor les lui avait adressés 20 ans plus tôt, lorsqu'elle n'était encore qu'une étudiante en soins infirmiers. La nuit fut longue et éprouvante. Jacqueline ne quitta pas le chevet de la petite fille, surveillant attentivement ses constantes, ajustant la posologie des médicaments, rafraîchissant son front brûlant avec des compresses humides. L'enfant délirait par moments, murmurant des mots incompréhensibles dans une langue que Jacqueline ne comprenait pas. Vers 3 heures du matin, la situation devint critique. La pression artérielle chuta brutalement et la respiration de la petite devint sifflante. « On va la perdre », murmura Thomas, la peur se lisant dans ses yeux. « Pas aujourd'hui », répliqua fermement Jacqueline. « Augmentez le débit d'oxygène et préparez une seconde ligne d'antibiotiques. » Alors que l'aube pointait à l'horizon, baignant, la chambre d'une douce lumière dorée, la fièvre commença enfin à baisser. La petite fille s'était endormie paisiblement, sa respiration devenue régulière. Épuisée mais soulagée, Jacqueline termina ses notes dans le dossier médical qu'elle avait constitué. C'est alors qu'elle aperçut M. Bernier s'approcher, une enveloppe à la main. « Vos papiers de licenciement », annonça-t-il froidement. « Vous pouvez récupérer vos affaires avant midi. » Jacqueline accusa le coup sans broncher, bien qu'une vague de nausée l'envahit. « Puis-je au moins savoir ce qui va arriver à cette enfant ?»« Elle sera transférée dès que son état le permettra, » répondit Bernier. « Votre désobéissance aux procédures a coûté près de 4 000 € à l'établissement, Madame Martin. Le conseil d'administration est unanime sur cette décision. » Jacqueline hocha la tête en silence. Elle avait toujours su que ce moment pourrait arriver. Dans un système de santé de plus en plus gouverné par les chiffres et les bilans comptables, sa vision du soin, centrée sur l'humain avant tout, semblait de plus en plus anachronique. Le contenu de son casier tenait dans un simple carton. Quelques livres de médecine, des photos encadrées, un stéthoscope offert par son ex-mari lors de leur divorce 3 ans plus tôt. 15 années de carrière réduites à si peu. En quittant l'hôpital, Jacqueline jeta un dernier regard à la chambre où dormait la petite fille. Elle avait sauvé une vie. Mais à quel prix? De retour dans son modeste appartement de la Presqu'île, Jacqueline s'effondra sur son canapé, le poids de l'incertitude l'écrasant soudain. À 45 ans, divorcée et désormais sans emploi, l'avenir semblait terriblement flou. Ses qualifications étaient irréprochables, mais elle savait que dans le milieu hospitalier lyonnais, les rumeurs circulaient vite.
Déjà, son téléphone restait désespérément silencieux, malgré les nombreux CV envoyés. Elle regarda par la fenêtre les eaux du Rhône qui coulaient paisiblement, indifférente aux drames humains qui se jouaient sur ses rives. Lyon, sa ville natale, lui paraissait soudain hostile, fermée comme une huître. Pendant un moment, elle envisagea sérieusement de tout abandonner, de vendre son appartement et de partir, peut-être dans le sud, où une amie d'études tenait une petite clinique à Marseille. L'idée de recommencer à zéro ailleurs était tentante. Les jours s'écoulèrent, monotones et anxiogènes. Jacqueline émergea peu à peu de sa torpeur initiale et commença à établir une routine. Jogging matinal le long des quais, recherche d'emploi, lecture de revues médicales pour rester à jour. Mais chaque appel restait sans réponse, chaque entretien annulé à la dernière minute entamait un peu plus sa confiance. Un matin, alors qu'elle consultait les offres d'emploi dans un café du quartier Saint-Jean, elle surprit une conversation à la table voisine. « Tu as entendu parler de cette infirmière à Centrale qui a été virée pour avoir soigné une gamine sans papier. Il paraît que Bernier l'a mise sur une liste noire dans tous les hôpitaux de la région. » Jacqueline baissa les yeux, le cœur serré. Ainsi, ses soupçons étaient fondés. Ce n'était pas seulement la malchance qui expliquait ses échecs répétés, mais une véritable campagne orchestrée contre elle. La colère le dispute à l'impuissance puis à la résignation. Que pouvait-elle faire contre un système aussi implacable? Les semaines passèrent, chacune plus difficile que la précédente. Ses économies s'amenuisaient tandis que les refus s'accumulaient. « Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre candidature. » La formule se répétait avec une régularité déprimante. Un soir, alors qu'elle envisageait sérieusement de quitter Lyon pour recommencer ailleurs, son téléphone sonna enfin. « Madame Martin ?» Kevin Nguyen à l'appareil, directeur du centre médical communautaire de la Guillotière. « J'ai entendu parler de vous et disons simplement que j'ai besoin d'une infirmière qui place les patients avant la paperasse. » La voix de l'homme était énergique, avec une pointe d'accent vietnamien. Jacqueline se redressa, soudain alerte. « Comment avez-vous eu mon numéro ?»« Thomas, l'interne qui était de garde cette nuit-là à Centrale. C'est mon neveu. Il m'a raconté ce qui s'est passé et... disons que j'admire votre courage. Seriez-vous disposé à visiter notre centre? Je ne vous promets pas le grand luxe, mais chez nous, sauver des vies passe avant les considérations administratives. » Le centre médical ressemblait davantage à une clinique de fortune qu'à un établissement de santé, matériel obsolète, médicaments comptés, personnel débordé. Situé au cœur du quartier multiculturel de la Guillotière, il accueillait principalement des immigrants, des sans-papiers et des personnes en situation précaire. La réduction de salaire était substantielle, mais Jacqueline accepta sans hésiter. Ici, au moins, elle pourrait exercer son métier selon ses valeurs. Le bâtiment lui-même était une ancienne école reconvertie, avec des plafonds hauts et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière. Les murs, autrefois institutionnels, avaient été égayés par des fresques colorées représentant des scènes de guérison issues de différentes cultures. « Ce sont nos patients qui les ont peintes », expliqua Kevin en suivant son regard. « Nous essayons de faire de cet endroit un lieu de vie, pas seulement un lieu de soins. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. » On continue. Les premiers mois furent difficiles. La clinique manquait de tout, et les patients affluaient sans interruption. Leurs problèmes de santé souvent aggravés par des années de négligence. Kevin lui avait confié qu'il l'avait engagé malgré les pressions. Ils avaient fait leurs études ensemble, et il se souvenait de son intuition médicale exceptionnelle. Jacqueline découvrit rapidement que les défis étaient bien différents de ceux qu'elle avait connus à l'hôpital. Ici, la médecine se pratiquait avec les moyens du bord, dans une économie de ressources permanentes. Les patients venaient, de tous horizons, parlaient diverses langues, et portaient avec eux des conceptions de la santé parfois radicalement différentes de la médecine occidentale. Il lui fallut apprendre à improviser, à adapter ses connaissances aux réalités du terrain. Elle se surprit à utiliser des méthodes peu conventionnelles. Traduction par téléphone, diagnostic basé sur des symptômes décrits par gestes, négociation patiente avec des guérisseurs traditionnels qui accompagnaient certains malades. « Tu étais déjà comme ça à l'école », lui dit Kevin un soir, alors qu'il terminait une journée particulièrement éprouvante. Toujours à défier les règles quand elles n'avaient si pas de sens.
Jacqueline sourit faiblement. Ça ne m'a pas vraiment réussi jusqu'à présent. Ne sois pas si sûr, répondit Kevin en lui tendant une tasse de café. Parfois, les échecs nous mènent exactement là où nous devons être. Il lui raconta alors comment, après leurs études, il avait accepté un poste prestigieux dans une clinique privée suisse, attiré par le salaire mirobolant et les conditions de travail idéales. J'avais tout ce dont un médecin peut rêver. Équipement dernier cri, patient fortuné, recherche de pointe. Et pourtant, je me sentais vide. Je soignais des maux imaginaires pendant que des gens mouraient, faute de soins basiques à quelques kilomètres de là. Son retour à Lyon, la création du centre communautaire, les luttes pour obtenir des financements et faire reconnaître leur travail, tout cela avait forgé en lui une conviction profonde. La médecine n'avait de sens que lorsqu'elle servait ceux qui en avaient réellement besoin. Au fil des semaines, Jacqueline commença à s'intégrer dans ce quartier vibrant où se côtoyaient cultures et traditions du monde entier. Elle apprit à connaître ses patients, leurs histoires, leurs remèdes traditionnels qu'elle commença avec précaution à incorporer dans ses soins lorsqu'ils complétaient utilement la médecine conventionnelle. La pharmacie du centre s'enrichit de tisanes préparées selon des recettes ancestrales, validées par des analyses en laboratoire que Kevin avait arrangées avec un ami pharmacologue. Les compresses de choux, remède traditionnel polonais contre les entorses, côtoyant les pommades à base de curcuma issues de la médecine ayurvédique. Jacqueline documentait méticuleusement les effets observés, créant peu à peu un précieux recueil de savoir pluriel. Un matin pluvieux d'avril, les égouts du quartier débordèrent, provoquant des inondations. Le centre médical fut privé d'électricité pendant plusieurs jours. Loin de se décourager, Jacqueline organisa un système de triage à la lueur des bougies, recrutant des étudiants en médecine volontaire pour maintenir le service minimum. Son ingéniosité sauva non seulement de nombreux patients, mais aussi le centre lui-même, qui risquait la fermeture définitive. Les résidents du quartier se mobilisèrent spontanément. Un électricien à la retraite installa un système temporaire alimenté par des batteries de voitures, des familles apportèrent des plats chauds pour le personnel, des bénévoles organisèrent une chaîne humaine pour évacuer l'eau qui menaçait d'endommager la pharmacie. Cette solidarité inattendue toucha profondément Jacqueline, elle qui avait parfois douté de sa place dans ce quartier aux multiples visages. « Cette clinique n'avait jamais vu quelqu'un comme toi », lui confia Kevin après cette épreuve. « Tu transformes les obstacles en opportunités. » Elle avait en effet réussi à organiser, malgré les conditions adverses, une campagne de vaccination contre la grippe qui avait atteint plus de personnes que lors des années précédentes. L'adversité avait renforcé les liens avec la communauté, créant une confiance qui manquait cruellement auparavant. Parmi les patients réguliers se trouvait Madame Deng, une couturière âgée qui amenait régulièrement sa petite-fille pour des contrôles. L'enfant, Ning, semblait étrangement familière à Jacqueline, bien qu'elle n'arrive pas à situer où elle l'avait déjà vue. La petite fille, âgée d'environ 6 ans, souffrait d'asthme chronique que les changements de saison exacerbaient. Lors de chaque visite, elle apportait à Jacqueline des dessins colorés qui vinrent bientôt orner les murs du bureau de l'infirmière. Ning parlait un français hésitant mais enthousiaste, ponctué d'expressions chinoises que sa grand-mère corrigeait doucement. Jacqueline se prit d'affection pour cet enfant, au regard vif et curieux. Quelque chose dans sa fragilité apparente qui cachait une force intérieure rappelait à l'infirmière sa propre enfance, marquée par des problèmes de santé qui avaient forgé sa vocation. Un jour, alors que Ning jouait dans la salle d'attente, Jacqueline remarqua la peluche élimée qu'elle serrait contre elle, un petit ours brun aux oreilles usées. La réalisation la frappa soudain. Ning était la petite fille qu'elle avait sauvée cette nuit-là, celle qui lui avait coûté sa carrière à l'hôpital central. Le choc la figea sur place, les souvenirs de cette nuit cruciale affluant avec une clarté saisissante. Comment n'avait-elle pas fait le rapprochement plus tôt? Les traits du visage de Ning avaient changé avec la santé retrouvée, mais ses yeux expressifs étaient bien les mêmes que ceux de l'enfant fiévreuse qu'elle avait soignée. Ning ne semblait pas la reconnaître, mais un regard échangé avec Madame Deng confirma ses soupçons. Après la consultation, la vieille dame attendit que sa petite-fille soit occupée pour s'approcher de Jacqueline. « Je sais qui vous êtes », murmura-t-elle en français hésitant. « Je vous cherche depuis longtemps pour vous remercier. Vous avez sauvé Ning quand personne d'autre ne voulait l'aider. »
Jacqueline sentit sa gorge se nouer. Comment va-t-elle? Maintenant? Grâce à vous, elle est en parfaite santé, répondit Madame Deng avec un sourire empreint de gratitude. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait. Elle expliqua alors comment, cette nuit-là, elle avait dû laisser brièvement Ning seule dans leur appartement pour se rendre à son travail de nuit dans une blanchisserie industrielle. La fièvre avait monté si vite que la voisine, alarmée par les pleurs, avait appelé les secours. Madame Deng était arrivée à l'hôpital le lendemain matin, terrifiée à l'idée que son statut précaire ne compromette les soins de sa petite fille, pour découvrir que Ning avait déjà reçu le traitement salvateur. « On m'a raconté qu'une infirmière avait risqué son emploi pour elle, » poursuivit la vieille dame. « J'ai essayé de vous retrouver pour vous remercier, mais personne ne voulait me donner votre nom. » Ce jour-là, quelque chose changea en Jacqueline. La rencontre avec Ning et sa grand-mère lui rappelait pourquoi elle avait choisi ce métier, pourquoi chaque sacrifice en valait la peine. Le sentiment d'échec qui l'habitait depuis son licenciement commença à se dissiper, remplacé par la certitude tranquille d'avoir fait ce qui était juste. À mesure que le printemps cédait la place à l'été, la Guillotière s'animait de festivals et de célébrations multiculturelles. Jacqueline, d'abord réticente, se laissa entraîner dans ces festivités par ses patients qui insistaient pour l'inclure malgré son statut d'étrangère au quartier. Elle découvrit des rituels, de guérisons ancestraux, des remèdes à base de plantes et des pratiques de bien-être qui complétaient parfaitement ses connaissances médicales. Le Festival des cultures, qui se tenait chaque année fin juin, transforma les rues du quartier en une mosaïque vivante de stands, de musique et de parfums venus des quatre coins du monde. Sur l'insistance de Kevin, Jacqueline accepta d'animer un atelier sur les premiers secours, adaptant ses explications pour les rendre accessibles à tous. À sa grande surprise, l'atelier attira une foule diverse et attentive, créant des échanges enrichissants où chacun partageait ses connaissances. Ce fut à cette occasion qu'elle rencontra Sofiane, un pharmacien d'origine algérienne qui s'intéressait aux médecines traditionnelles. Leur discussion passionnée sur les propriétés anti-inflammatoires de certaines plantes médicinales se prolongea bien au-delà du festival, donnant naissance à une collaboration fructueuse. Sofiane proposait d'analyser scientifiquement les remèdes traditionnels utilisés par les patients du centre, créant un pont précieux entre savoirs ancestraux et médecine moderne. Inspirée, elle commença à organiser des ateliers au centre médical, associant éducation sanitaire et pratiques culturelles. Ces initiatives attirèrent l'attention des médias locaux, apportant une publicité inattendue au petit centre. Les dons affluèrent, mais aussi un regard indésirable de son ancien hôpital. Un article parut dans Le Progrès, intitulé « À la Guillotière, une approche révolutionnaire de la santé communautaire », mettait en lumière le travail de Jacqueline et de l'équipe du centre. Le journaliste soulignait notamment comment leur approche holistique et culturellement sensible permettait d'atteindre des populations habituellement méfiantes envers le système de santé traditionnel. « Cette reconnaissance est bien méritée », commenta Kevin en affichant l'article dans la salle d'attente. « Grâce à toi, notre taux de vaccination a augmenté de 30% cette année. » Mais cette visibilité médiatique eut aussi des conséquences inattendues. Un matin, alors qu'elle arrivait au travail, Jacqueline trouva Kevin en grande conversation avec un inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. « Violation de code », expliqua Kevin après le départ du fonctionnaire. « Il menace de nous fermer. » La liste des infractions présumées était longue. Pratiques non conventionnelles, insuffisamment documentées, stockage inapproprié de mets, certains remèdes traditionnels, qualification du personnel remise en question. Jacqueline ne put s'empêcher de penser que cette inspection surprise était liée à l'article, peut-être même orchestrée par son ancien employeur. Jacqueline, ne vivra-t-elle que des revers? Pourquoi le destin s'acharne-t-il ainsi sur ceux qui ne cherchent qu'à faire le bien? Mais au lieu de se décourager, Jacqueline redoubla d'efforts. Elle mobilisa la communauté, organisant des journées portes ouvertes pour montrer l'importance vitale du centre. Les résidents du quartier répondirent avec enthousiasme, apportant leur temps, leurs compétences et leurs ressources pour aider à mettre le bâtiment aux normes. Les artisans proposèrent bénévolement leurs services pour réparer les installations électriques défectueuses. Des étudiants en pharmacie aidèrent à réorganiser le stockage des médicaments selon les normes en vigueur
Et même un avocat, spécialisé en droit de la santé, offrit ses conseils pour naviguer dans le dédale administratif. Cette mobilisation spontanée toucha Jacqueline au plus profond d'elle-même, lui rappelant que son combat n'était pas solitaire. Pendant ce temps, Madame Deng continuait d'amener Ning pour ses contrôles réguliers. Un jour, elle demanda à parler à Jacqueline en privé. Ce qu'elle révéla stupéfia l'infirmière. Madame Deng n'était pas simplement une modeste couturière, mais une femme d'affaires prospère possédant plusieurs restaurants et boutiques sous un nom différent. Elle dissimulait délibérément sa richesse pour protéger sa famille, après avoir fui une relation abusive. « Mon ex-mari a des relations puissantes en Chine et ici », expliqua-t-elle à voix basse. « S'il découvrait notre situation confortable, il pourrait tenter de nous retrouver, voire de m'enlever Ning. C'est pourquoi nous vivons modestement, pourquoi je travaille comme couturière, alors que mes affaires sont gérées par des personnes de confiance. » Cette révélation éclairait d'un jour nouveau certains détails que Jacqueline avait remarqués. Les vêtements simples mais de qualité que portait Ning, son éducation manifestement soignée malgré des moyens apparemment limités, la tablette dernier cri qu'elle sortait parfois de son sac usé. « Je veux financer anonymement les rénovations du centre », proposa-t-elle. « C'est le moins que je puisse faire après ce que vous avez fait pour Ning. » Cette offre créait un dilemme éthique pour Jacqueline. D'un côté, le centre avait désespérément besoin de fonds. De l'autre, elle s'inquiétait des conflits d'intérêts potentiels. Après mûre réflexion et consultation avec Kevin, ils acceptèrent l'aide de Madame Deng à condition que tout soit parfaitement transparent et conforme aux règlements. Grâce à ce financement inattendu, le centre put non seulement se mettre aux normes, mais aussi acquérir du matériel plus moderne et élargir ses services. Une aile supplémentaire fut aménagée pour accueillir des ateliers de prévention et d'éducation à la santé, un domaine qui tenait particulièrement à cœur à Jacqueline. L'automne apporta de nouveaux défis. En examinant les registres financiers du centre, Jacqueline découvrit des irrégularités troublantes. Des fournitures médicales disparaissaient mystérieusement. Après une discrète enquête, elle comprit que Kevin détournait du matériel vers une installation médicale, clandestine gérée par son frère, qui soignait des immigrants sans papier trop effrayés pour chercher des soins officiels. Cette découverte la plongea dans un profond dilemme moral. D'un côté, ces actions constituaient clairement un détournement de ressources. De l'autre, elles servaient une cause qu'elle ne pouvait qu'approuver sur le fond. Offrir des soins aux plus vulnérables, ceux que le système rejetait systématiquement. Confronté, Kevin avoua tout. « Je sais que c'est illégal, dit-il, mais ces personnes n'ont nulle part où aller. Si elles se présentent dans un hôpital, elles risquent l'expulsion. » Son visage reflétait un mélange de honte et de détermination. Il lui raconta comment son frère, également médecin, avait été témoin de la mort évitable d'un travailleur sans papier qui n'avait pas osé se rendre aux urgences après un accident de travail. Ce drame avait poussé les deux frères à créer ce réseau de soins parallèles, alimenté par des dons mais aussi, hélas, par ce détournement de fournitures. Au lieu de le dénoncer, Jacqueline entreprit de trouver une solution légale. Elle établit un programme officiel de sensibilisation qui permettait de fournir des soins sans compromettre le statut du centre, en travaillant avec des organisations non gouvernementales pour créer un réseau de soutien. Les semaines suivantes furent consacrées à établir des partenariats avec Médecins sans frontières, Médecins du Monde et d'autres ONG qui pouvaient légalement offrir des soins sans exiger de papier d'identité. Jacqueline mit également au point un système de consultation solidaire, où les patients qui le pouvaient payaient un peu plus pour financer les soins de ceux qui n'en avaient pas les moyens. As-tu déjà connu quelqu'un qui a dû choisir entre suivre les règles et faire ce qui est juste? Partage ton expérience dans les commentaires. Avec l'arrivée de l'hiver, la région lyonnaise fut frappée par une épidémie de grippe particulièrement virulente. Les hôpitaux débordaient, incapables de faire face à l'afflux de patients. Un soir, Jacqueline reçut un appel qui la laissa sans voix. C'était M. Bernier, le directeur administratif, qui l'avait licencié. « Madame Martin, dit-il, la voix tendue, je sais que notre histoire est compliquée, mais nous sommes dans une situation critique et nous avons besoin de votre expertise. » L'hôpital central, expliqua-t-il, était submergé. Le personnel, épuisé et en sous-effectif, peinait à gérer l'afflux constant de patients fiévreux. Les services d'urgence avaient atteint leur capacité maximale
et les cas moins graves étaient renvoyés chez eux sans traitement, risquant de propager davantage l'épidémie. Mettant de côté ses griefs personnels, Jacqueline accepta d'aider. Elle coordonna une réponse entre le centre communautaire et l'hôpital, démontrant un leadership exceptionnel pendant la crise. Ses anciens collègues purent constater de première main les approches innovantes qu'elle avait développées à la Guillotière. Le centre devint un poste avancé pour trier les patients, soignant sur place les cas légers et référant à l'hôpital uniquement ceux qui nécessitaient une hospitalisation. Cette organisation déchargea considérablement les urgences, permettant au personnel hospitalier de se concentrer sur les cas graves. De plus, le réseau communautaire tissé par Jacqueline permit d'atteindre des populations vulnérables qui autrement seraient restées isolées pendant l'épidémie. Pendant ce temps, l'Association médicale du Rhône annonça un concours d'innovation en matière de soins de santé, avec une importante subvention à la clé. Malgré les doutes de ses collègues, Jacqueline soumit son modèle de soins intégré qui combinait médecine conventionnelle et approche communautaire. Sa proposition fut sélectionnée pour la finale, où elle découvrit que son principal concurrent n'était autre qu'un projet dirigé par M. Bernier. « Quelle ironie !» commenta Kevin lorsqu'elle lui annonça la nouvelle. « Tu te retrouvais à nouveau face à lui, mais cette fois sur un pied d'égalité. » La proposition de Bernier était techniquement impressionnante. Un système informatisé permettant d'optimiser la gestion des lits d'hôpital et de réduire les temps d'attente aux urgences. Efficace, rationnel, économique. Le projet incarnait parfaitement la vision gestionnaire de la santé que Jacqueline avait toujours combattue. Son propre projet, en revanche, se concentrait sur l'humain. Créer des ponts entre l'hôpital et la communauté, intégrer les savoirs traditionnels aux pratiques modernes, former des médiateurs culturels capables de faciliter le dialogue entre soignants et patients issus de cultures différentes. Moins technologique peut-être, mais profondément transformateur dans son approche. Le jour de la présentation finale arriva. Jacqueline, nerveuse mais déterminée, se prépara à défendre son projet devant le jury. Mais juste avant son passage, une panne technique menaça de ruiner sa présentation. Les diapositives refusaient de s'afficher, le microphone grésillait. Le destin semblait à nouveau s'acharner contre elle. « Nous pouvons reporter votre présentation, si vous préférez », proposa l'un des organisateurs, visiblement embarrassé. Jacqueline prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas nécessaire », répondit-elle calmement. « Mon projet est justement axé sur l'adaptabilité et la résilience face aux imprévus. Je peux parfaitement présenter sans support technique. » Elle s'avança sur l'estrade et commença à parler, sa voix claire et assurée résonnant dans l'amphithéâtre. Au lieu de s'appuyer sur des chiffres abstraits, elle raconta des histoires, celle de Ning et de sa grand-mère, celle d'un réfugié, Syrien dont les connaissances en médecine traditionnelle avaient enrichi le protocole de soins du centre, celle d'une jeune mère rome qui était devenue médiatrice sanitaire pour sa communauté. C'est alors que l'impensable se produisit. Des professionnels médicaux de l'hôpital central et du centre communautaire se levèrent spontanément pour parler en son nom, partageant des témoignages sur l'impact de Jacqueline sur les soins aux patients. Le jury, ému par ce soutien sans précédent, attribua la subvention à son projet. Thomas, l'interne qui avait assisté Jacqueline lors de cette nuit fatidique, prit la parole avec émotion. « Madame Martin m'a appris que la médecine n'est pas seulement une science, mais aussi un art profondément humain. Son exemple a influencé ma pratique quotidienne et celle de nombreux jeunes médecins. » Une infirmière de l'hôpital central ajouta « Pendant la crise de la grippe, le modèle développé par Jacqueline a sauvé des centaines de vies. Sans sa vision et son courage, nous aurions été complètement dépassés. Même un membre du conseil d'administration de l'hôpital admis publiquement, nous avons eu tort de privilégier systématiquement l'efficacité financière au détriment de l'approche humaniste. Le travail de Madame Martin nous oblige à repenser nos priorités. » À la sortie de la cérémonie, M. Bernier s'approcha d'elle. « J'ai eu tort, » admit-il avec difficulté. « J'étais tellement préoccupé par les procédures que j'en ai oublié l'essentiel. Notre mission est de soigner, pas de compter. » Il lui tendit la main, un geste de réconciliation inattendu après tant d'amertume. « Votre projet méritait de gagner, Madame Martin. J'espère que nous pourrons collaborer à l'avenir. »
si vous acceptez de travailler avec quelqu'un qui vous a causé tant de tort. Jacqueline hésita un instant, puis serra la main tendue. La rancune n'a jamais guéri personne, monsieur Bernier. Je crois sincèrement que nos approches peuvent se compléter plutôt que s'opposer. Le printemps revint sur Lyon, apportant avec lui une invitation mystérieuse pour Jacqueline. Elle était conviée à une cérémonie au centre communautaire, nouvellement rénové de la Guillotière. En arrivant, elle trouva des centaines d'anciens patients réunis pour l'honorer, dont Ning et Madame Dong. La salle principale du centre avait été transformée pour l'occasion. Des guirlandes de fleurs fraîches ornaient les murs, des lanternes colorées pendèrent du plafond, et un buffet aux mets internationaux s'étendait le long d'un mur. Sur une estrade improvisée, un groupe de musiciens jouait doucement des mélodies du monde entier. Que va-t-il se passer maintenant? La vie réserve parfois des surprises qui dépassent notre imagination. Madame Dong s'avança, rayonnante dans une élégante robe traditionnelle. « Madame Martin », annonça-t-elle d'une voix claire qui résonna dans la salle, « j'ai le plaisir de vous informer que j'ai créé une fondation pour la santé communautaire et que le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour vous en confier la direction. » Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée, tandis que Jacqueline restait figée, trop émue pour parler. Madame Dong poursuivit, dévoilant les détails de cette initiative ambitieuse. La fondation financerait non seulement l'expansion du centre de la Guillotière, mais aussi la création de structures similaires dans d'autres quartiers défavorisés de Lyon et au-delà. Jacqueline resta sans voix, les larmes aux yeux, tandis que l'assemblée applaudissait. Cette fondation lui donnerait le pouvoir de mettre en œuvre son modèle de soins intégrés dans toute la région, touchant des milliers de vies. « Je ne sais pas quoi dire », balbutia-t-elle finalement, submergée par l'émotion. « Dites simplement oui », sourit Madame Dong. « Ning et moi vous devons tellement plus que de l'argent ou un titre. Nous vous devons une vision, une façon, de voir la santé comme un droit humain fondamental, pas comme un privilège. » Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Elle apprit que nombre de ces innovations avaient été adoptées par des institutions médicales à travers le pays, y compris son ancien hôpital. M. Bernier lui présenta des excuses formelles et l'invita à donner des conférences à la faculté de médecine sur les pratiques de soins compassionnels. « Notre système forme d'excellents techniciens, expliqua-t-il, mais pas nécessairement d'excellents soignants. Votre expérience pourrait changer cela. »« J'accepte, » répondit Jacqueline. Non pas pour une quelconque reconnaissance personnelle, mais pour l'opportunité d'influencer la prochaine génération de soignants. En regardant autour d'elle, Kevin qui souriait fièrement, Ning qui jouait avec d'autres enfants, les patients dont elle avait changé la vie, Jacqueline réalisa que son licenciement avait été non pas une fin, mais le début d'un chemin qui l'avait menée exactement là où elle devait être. Cette épiphanie la frappa avec une clarté saisissante. Parfois, ce que nous percevons comme nos plus grands échecs sont en réalité des portes s'ouvrant vers notre véritable destinée. Si elle était restée à l'hôpital central, prisonnière, des protocoles et des contraintes administratives, aurait-elle jamais pu développer cette approche novatrice qui touchait maintenant tant de vies? Ce soir-là, alors que la célébration touchait à sa fin, Jacqueline prit un moment pour s'asseoir seule dans le jardin communautaire attenant au centre. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne et le parfum des herbes médicinales qu'elle avait aidé à planter embaumait l'air. Dans ce moment de calme, elle sentit une profonde gratitude l'envahir, non seulement pour cette seconde chance qui lui était offerte, mais aussi pour les épreuves qui l'y avaient conduite. Une jeune résidente s'approcha timidement, une lettre à la main. « Madame Martin, murmura-t-elle en lui tendant l'enveloppe, je voulais vous remettre ceci personnellement. C'est de la part de tous les habitants du quartier. » La lettre contenait des centaines de signatures et un message simple. « Vous nous avez appris que les véritables guérisseurs ne soignent pas seulement les corps, mais aussi les communautés. Merci d'avoir cru en nous quand personne d'autre ne le faisait. » Jacqueline serra la lettre contre son cœur, regardant les étoiles qui apparaissaient lentement dans le ciel lyonnais. Son parcours lui avait appris que parfois, c'est en perdant tout que l'on trouve sa véritable vocation. Ce qui semblait être sa plus grande défaite s'était transformé en son plus grand triomphe, non pas malgré ses principes, mais grâce à eux. Dans les années qui suivirent, le modèle de Jacqueline transforma profondément l'approche des soins dans la région. Les barrières entre médecine traditionnelle et médecine moderne s'estompèrent.
Les communautés marginalisées trouvèrent une voie dans le système de santé et de nouveaux professionnels furent formés dans l'esprit du soin holistique et compatissant qu'elle défendait. La Fondation permit l'ouverture de 5 nouveaux centres communautaires dans différents quartiers de Lyon, puis dans d'autres villes françaises. Chaque centre était adapté à son environnement spécifique, intégrant les particularités culturelles et sociales de son quartier, tout en maintenant une philosophie commune. Soigner la personne dans sa globalité et non simplement traiter ses symptômes. Le modèle attira l'attention internationale. Jacqueline fut invitée à présenter son approche lors de conférences à Genève, Montréal, Dakar et Tokyo. Partout, son message restait le même. La médecine la plus avancée techniquement ne valait rien si elle perdait de vue l'humain derrière le patient. Des étudiants en médecine et en soins infirmiers du monde entier venaient désormais se former dans les centres qu'elle avait contribué à créer, apprenant non seulement des techniques médicales, mais aussi à naviguer dans les complexités culturelles et sociales qui influencent la santé. Quant à Ning, elle grandit pour devenir une brillante étudiante en médecine, inspirée par la femme qui lui avait sauvé la vie 2 fois, une fois par son courage de défier les règles, et une seconde fois en créant un système de santé qui n'oubliait personne. Le véritable héroïsme, aimait dire Jacqueline lors de ses conférences, n'est pas de faire des actes extraordinaires dans des circonstances ordinaires, mais de rester fidèle à ses valeurs dans des circonstances extraordinairement difficiles. Sa propre histoire en était la preuve vivante. Un témoignage du fait que lorsqu'on reste fidèle à sa vocation, l'univers trouve toujours un moyen de nous ramener exactement là où nous sommes destinés à être. 10 ans après son licenciement, lors de l'inauguration du nouvel amphithéâtre de la faculté de médecine de Lyon, rebaptisé Espace Jacqueline Martin en son honneur, elle se retrouva face à une nouvelle génération de soignants. Dans leur regard brillait la même passion qui l'avait animée toute sa vie, mais aussi, espérait-elle, une sagesse qu'elle avait durement acquise, celle de savoir que la médecine est avant tout une question d'humanité partagée. « N'oubliez jamais, leur dit-elle, que derrière chaque symptôme se cache une histoire, derrière chaque diagnostic une personne. La médecine n'est pas seulement la science des corps, mais aussi l'art des âmes. Et parfois, guérir signifie simplement être présent, écouter et rappeler à quelqu'un sa propre valeur lorsqu'il l'a oubliée. » Alors qu'elle terminait son discours, son regard croisa celui de Ning, désormais interne en pédiatrie, qui souriait au fond de la salle. Dans ce sourire, Jacqueline vit l'accomplissement de son œuvre, non pas dans les bâtiments ou les prix, mais dans les vies transformées, dans cette chaîne ininterrompue de compassion et de soins qui se perpétuait bien au-delà d'elle-même. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.